Dans sa vidéo. Voilà. Pourquoi s'intéresser à la prison? Le plus souvent, c'est parce que l'on fait partie du personnel pénitentiaire. Parfois, en tant que philosophe ou sociologue, mais aussi parce que l'on est militant anticarcéral. Pour ce qui est des prisonniers, la plupart désertent rapidement le terrain, voulant définitivement tourner la page. En ce qui me concerne, j'ai tenu à rester dans le combat pour améliorer les conditions de détention et agir pour l'abolition de la prison. Ayant effectué une longue peine d'enfermement, j'ai compris à quel point cette institution est nocive. Issu d'une famille aristocratique, j'ai quand même cumulé l'ensemble des éléments qui permettent de fabriquer les casseurs et les braqueurs. Un père absent, capitaine au long cours, ayant parcouru toutes les mers du globe, présent physiquement 2 mois par an, une mère dépassée, se vivant comme une martyre et tapant à tour de bras sur ses 2 fils aînés. Nous avons, mon frère Jean-Paul et moi, constitué une bande de délinquants très jeunes. J'avais 17 ans et lui 16. Nous avons commencé par des vols de motos et de voitures, puis nous sommes passés à la vitesse supérieure, les casses et les braquages, avec 2 autres jeunes gens de notre âge. Lors de notre arrestation, en 1957, les psychiatres ont diagnostiqué que nous étions, mon frère schizophrène et moi psychopathe. Dans mon cas, ils ne se sont pas trompés. Le psychopathe vit dans une telle frustration qu'il n'y a pas d'autre solution que le passage à l'acte. Pour Jean-Paul, ils ont commis une erreur. Le schizophrène est totalement coupé du réel, tandis que le paraphrène a une mince zone d'adaptation qui fait illusion, ce qui était le cas de mon frère. Mais il correspondait clairement au diagnostic de psychose. De toute façon, il ne s'est pas remis de l'incarcération, puisqu'au bout de 18 mois d'enfermement, il m'a annoncé qu'il était l'antéchrist et allait prêcher l'Apocalypse. Cela lui a valu de passer 20 ans derrière les murs, si on additionne la tôle et l'asile. Il était détruit par les électrochocs, les comas à l'insuline et la chimiothérapie lourde. Il est donc décédé à 51 ans, 14 ans après sa libération définitive. Nous avions un débat difficile sur lequel nous ne sommes jamais tombés d'accord. Jean-Paul préconisait pour survivre la musculation et la masturbation. J'étais d'accord avec lui, à cela près que j'estimais nécessaire d'entreprendre des études. Il me semblait indispensable d'avoir des diplômes pour trouver du travail quand nous serions libérés, surtout si nous avions plus de 30 ans, ce qui me paraissait très vieux. Je me suis tenu à ce programme qui m'a énormément coûté, car l'administration pénitentiaire m'a mis de sérieux bâtons dans les roues. Ce n'est qu'au bout de 3 ans que j'ai eu l'autorisation de passer mon baccalauréat. Je l'avais préparé avec acharnement. Pour les études universitaires, cela a été encore pire, car je ne pouvais pas réaliser les travaux pratiques en laboratoire. Après avoir au départ opté pour la philosophie, j'avais ensuite bifurqué vers la psychologie quand j'avais vu mon frère décompensé. De plus, de nombreux détenus se suicidaient ou devenaient fous. L'un d'entre eux croyait entendre dans le haut-parleur de sa cellule sa femme faire l'amour avec le brigadier surnommé Trottinette. Lorsque j'ai obtenu la licence ESLET, mention psychologie, de l'ancien système universitaire, j'ai décidé de poursuivre une thèse de doctorat. J'avais choisi pour sujet les effets psychologiques de la frustration affective et sexuelle sur le détenu. Pour recueillir le matériel nécessaire à ce travail, il me fallait interviewer des camarades. J'ai donc demandé l'autorisation à la direction de la centrale de Caen.
Les responsables n'ont pas daigné me répondre et m'ont envoyé le surveillant-chef qui s'est chargé de leur commission. Le sage, il n'est pas question que vous écriviez une thèse sur ce sujet. Cela peut être fait par le psychiatre, un éducateur ou à la rigueur par moi-même. J'ai apprécié son extraordinaire modestie. Il m'a donc effectué mon enquête clandestinement. J'ignorais que je prenais un risque important. Heureusement, un nouveau directeur est arrivé, Pierre Campincky, très surpris que je sois menacé de transfert disciplinaire avec 35 rapports de surveillants indiquant que je prenais des notes sur les bancs des cours de promenade et du terrain de sport. Quand je lui ai expliqué la situation, il m'a muté du quartier B au quartier C, appelé Amélioration. Il a sollicité auprès du ministère une autorisation pour ma thèse de doctorat et l'a obtenue. Puis il m'a retiré de l'atelier paillage 2, celui des mauvais détenus, et m'a nommé bibliothécaire. Enfin, en s'y reprenant à 2 fois, il a réussi à m'obtenir une libération conditionnelle au bout de 11 ans et demi sur 20 ans. L'existence de Pierre Campincky m'a évité le pire, qui m'aurait amené à passer encore de longues années à l'ombre. Mais un individu ne fait pas le système. Je suis sorti de prison avec la conviction qu'il faut se battre contre cette institution inique. Très vite, j'ai rejoint le groupe Information Prison de Michel Foucault et les intellectuels, puis le comité d'action des prisonniers avec Serge Livrosé. J'ai également dû terminer mes études de psychologie que je n'avais pas pu mener à bien à cause des réformes universitaires et des obstacles pénitentiaires. Pour gagner ma vie, en attendant d'avoir le diplôme d'études supérieures spécialisées, j'ai dû travailler comme manœuvre, docker, débardeur des halles, déménageur chez Manpower et videur au Golf Drouot, la discothèque très connue d'Henri Leproux. Devenu psychologue à l'hôpital psychiatrique de Villévrard et chargé de cours en psychologie à l'université de Paris 8 Vincennes de 1972 à 2003, j'anime depuis 1989 l'émission Rallye-Mur sur Radio Libertaire 89.4 afin de poursuivre la lutte anticarcérale avec détermination. C'est dans cet esprit que j'ai publié plus de 20 livres, dont La machine à fabriquer les délinquants, La guillotine du sexe, qui est une transposition de la thèse de doctorat que la prison ne m'a pas permis de soutenir, L'homme de métal et la mort de l'asile. Avec l'abolition de la prison, je vais au bout de cette logique. La prison doit être déconstruite pour n'être jamais reconstruite. Why bother with prisons? Typically, it's only those on prison staff who talk about it. Occasionally, a philosopher or sociologist will take interest. Or maybe you're an anti-prison militant. As for prisoners, most of them quickly flee the grounds, wanting to move on once and for all. In my case, I wanted to remain part of the struggle to improve the conditions of incarceration and to work towards the abolition of prison. Having served a long prison sentence, I understand how harmful this institution is. Though I was born into an aristocratic family, I still collected all of the traits that end up making hooligans and thieves. An absent father, master mariner who traveled across all the oceans and was physically present only 2 months a year. An overwhelmed mother who saw herself as a martyr and violently beat her 2 eldest sons. My brother Jean-Paul and I formed a gang of very young delinquents. I was 17 and he was 16. We began by stealing cars and motorcycles, then we shifted to higher gears, break-ins and hold-ups, with 2 other young people our age. When we were arrested in 1957, the psychiatrist diagnosed my brother as schizophrenic and me as psychopathic. In my case, they weren't wrong. The psychopath lives in such despair that there's no other option than acting out. For Jean-Paul, they made a mistake. The schizophrenic is totally cut off from reality, whereas the paraphrenic has a narrow margin of adjustment with the delusions, which was my brother's case. But he clearly fell within the diagnosis of psychosis.
In any case, Jean-Paul did not recover from incarceration, since at the end of 18 months of confinement, he told me that he was the Antichrist and was going to announce the apocalypse. That got him 20 years behind bars if you add up the joint and the asylum. He was destroyed by electroshocks, insulin comas, and heavy chemotherapy. And thus he died at 51, 14 years after his final release. We had a difficult argument on which we never agreed. To survive, Jean-Paul prescribed to weightlifting and masturbation. I agreed with him, except that I also believed it was necessary to study. It seemed essential to me to have diplomas in order to find work when we were released, especially if we were over 30, which seemed pretty old to me. I stuck to my program, though it cost me enormously, since the prison administration put significant obstacles in my way. It took 3 years for me to get permission to get my high school diploma. I'd worked tirelessly for it. As for my university studies, it was even worse because I could not carry out the practical laboratory work. After first choosing philosophy, I eventually switched to psychology when I saw my brother deteriorate. Additionally, I saw many people who were incarcerated commit suicide or become mentally ill. One person thought he heard his wife making love with a sergeant named Trottenet on the loudspeaker in his cell. When I received my BA in psychology under the old university system, I decided to pursue a doctoral degree. I chose the subject, the psychological effects of emotional and sexual deprivation on the incarcerated individual. To gather the material needed for this work, I had to interview comrades, so I requested permission from the Central Prison Management in Caen. The authorities didn't deign to answer, but sent the chief supervisor, who was given with the duty of telling me, Lesage, there's no way that you will write a thesis on this subject. That can be done by a psychiatrist, a teacher, or if need be, by me. I appreciated his extreme modesty. Therefore, I had to carry out my research in secret. I was unaware how much risk I took. Fortunately, a new director arrived, Pierre Campinki, who was quite surprised to hear I was threatened with disciplinary transfer and 35 reports by overseers that stated I took notes on the benches of the walking area and sports grounds. When I explained the situation to him, he moved me from cell block B to cell block C, which was called improvement. He requested an authorization for my doctoral thesis from the minister and obtained it. Then he moved me from the furniture workshop with the bad incarcerated people and appointed me as librarian. Finally, after I'd served 11 and a half of my 20 years, and with 2 attempts, Campinki was able to get me parole. Pierre Campinki's existence helped me avoid the worst, which would have led me to spend even more years behind bars. But one individual doesn't make up the system. I left prison convinced that I needed to fight against this unjust institution. Very soon, I joined the Prison Information Group with Michel Foucault and the intellectuals, then the Prisoner Action Committee with Serge Livrozet. I still needed to finish my studies in psychology, which I never completed due to university reforms and challenges from the prison. To make a living while waiting for my graduate diploma, I had to work as a laborer, docker, market hauler, a mover with manpower, and a bouncer at Golf Drouot, a well-known discotheque owned by Henri Leproux. I became a psychologist at the psychiatric hospital in Ville-Évrard and taught courses in psychology at Université Paris 8 Vincennes from 1972 to 2003. Since 1989, I've also hosted the radio show Ras les Murs on Radio Libertaire 89.4 in order to continue the anti-prison struggle with resolve. It is in this spirit that I published more than 20 books, including The Delinquent Making Machine, The Punishment of Sex, which is an adaptation of my doctoral thesis that the prison didn't allow me to defend, Metal Man, and The Death of the Asylum. With the abolition of prison, I complete this line of thought. Prison ought to be deconstructed in order to never be reconstructed.